refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine, à savoir le Mobile World Congress, avec comme vedette les annonces de Samsung. Tout de suite, c'est le sommaire. Cette semaine, la fine équipe d'On refait le Mac revient sur les annonces du Mobile World Congress, avec comme point d'orgue la présentation du futur rival de l'iPhone 5S, le Galaxy S5. Retour sur les avancées du nouveau smartphone Star de Samsung. Gros plan également sur les nouvelles Galaxy Gear, les montres connectées du constructeur coréen, décidément très en forme. Sans oublier l'annonce surprise, voire déconcertante, des téléphones de Nokia sous Android. Et pour conclure, découverte du Blackphone, le mobile anti-NSA, et l'étonnant Uphone doté de 2 écrans. On refait le Mac épisode 159, Galaxy S5, Star du Mobile World Congress. En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Avec comme chroniqueuse cette semaine, tout juste de retour de Barcelone, Fanny Bouton de fannysparty.com et de melty.fr. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Bien rentré? Tu vas bien? Ah écoute, super. C'était bien la paella, les tapas, le soleil et plein de beaux produits. Bon, j'espère que tu m'as ramené un petit peu de manchego et du bellota comme je t'ai demandé. On va voir ça à la fin de l'émission. J'ai du bellota dans le frigo. Bien, très bien. Autre chroniqueur de retour enfin dans Refait le Mac après plusieurs semaines d'absence, Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Et effectivement, c'est mon retour. Je suis un homme neuf pour mon retour. J'ai réu mon code de la route jeudi dernier. Tu n'es plus puni, donc, Monsieur bientôt, X. je pourrais peut-être venir en studio. Et puis j'ai aussi une nouvelle version de macOS téléchargée hier soir et une nouvelle version d'iOS téléchargée hier soir. Voilà. Hier soir, nous enregistrons mercredi. Donc voilà, il n'y a plus de trou de sécurité chez toi, on est content. Et en plateau avec moi ici, dans le magnifique studio de Victor Image, ici à Boulogne, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonsoir Cédric. Bonsoir Olivier. Moi je suis forcé de m'inscrire en faux face à ce qu'a dit Fanny, parce qu'évidemment quand tu vas à Barcelone... Tu étais à Barcelone, bien mais sûr. J'y étais aussi, je suis rentré presque dans le même avion. Tout le monde te dit, alors les tapas, la paella, tout ça, etc. Tiens, la paella, moi je ne l'ai pas vue. Moi je me souviens avoir piétiné 1h30 pour rentrer dans la conférence de presse de Samsung et avoir bossé 14 heures par jour, le tout pendant 3 jours. Donc si tu veux, voilà, c'est pas aussi glamour. C'est un peu comme les CES, c'est tu vas à Las Vegas, qu'est-ce que t'as comme chance? Ouais mon chéri, quand je vois le Convention Center, j'ai déjà mal aux pieds, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'était vachement. C'est parce que je prévois une journée avant pour aller à la paella et à la plage. C'est parce que Fanny Bouton a des loisirs. Oui, pour se caler sur le jet lag, c'est très important. Le jet lag de Barcelone, c'est terrible. Alors la grande vedette cette année de cette conférence de Barcelone, c'est les Samsung et c'est du côté des Galaxy qu'il fallait jeter un coup d'œil, notamment le Galaxy S5. C'est la grosse nouveauté cette année de Cédric, du côté d'Android et du côté tout simplement des concurrents d'Apple. À voir. Mais en tout cas, c'est la nouveauté qui a fait le plus de bruit. C'était la nouveauté la plus attendue parce que l'année dernière, Samsung avait fait un peu l'impasse. C'était curieux le MWC avec Samsung l'année dernière. C'est-à-dire que tu arrivais sur le stand de Samsung, on disait alors quoi de neuf? Vous avez laissé un boulevard HTC l'année dernière. Regardez, on a une tablette 8 pouces. Oui, c'est bien, mais non, c'est tout. Et il avait fallu attendre 3 semaines après pour qu'ils fassent le lancement du Galaxy S4 à New York. Là, ils ont remis un peu le train sur les rails et ils ont jugé quand même que c'était dur de passer à côté de cet événement-là. Leur peur, évidemment, c'est un peu comme Apple, c'était d'être noyé dans d'autres choses. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Mais oui, de fait, c'était la grosse conférence et la grosse annonce de Barcelone. Alors, parlons du produit en lui-même. Au niveau du design, déjà peu de différence par rapport au Galaxy S4. On reste dans les mêmes codes que les téléphones précédents des générations précédentes de Samsung. Absolument. L'écran est un petit peu plus grand. On gagne 0,1 pouce en gros. C'est-à-dire qu'on gagne 2 mm et demi. Bref, ça veut dire que le téléphone est un petit peu plus grand, un tout petit peu. Vraiment, quand tu les vois côte à côte, c'est millimétrique. C'est main droite, main gauche. Il est un tout petit peu plus lourd. Enfin, il gagne un petit peu en taille. Mais de fait, le design général a peu changé. On s'attendait peut-être qu'après 2 générations qui se ressemblaient un peu, le S3 et le S4 se ressemblaient pas mal, même si le S4 a évolué.
on se demandait s'ils allaient casser les codes. Ça faisait 3 mois qu'on disait alors, est-ce qu'il sera en métal, Enfin du métal chez Samsung, ouais. Et en fait, ils se retrouvent au même problème qu'Apple, c'est-à-dire qu'une fois que tu es content de ton design, tu as quand même du mal à tout casser juste pour le plaisir de tout casser. Ils ont changé le dos, parce qu'il y a beaucoup reprochaient au Galaxy précédent le dos plastique. Donc le dos est pas en métal, mais il est dans cette espèce de matière. Imagine un peu, tu vois les gants pour les voitures de compétition, les gants exactement, les gants de conduite. Enfin une texture que moi je me souviens que pour l'avoir vu sur le premier Nexus, sur la première tablette Nexus 7 chez Google, mais ça reste du plastique. Voilà, c'est texturé, c'est sympathique, c'est pas du cuir. Ils ont aussi innové entre guillemets dans les couleurs. Il y a plus de couleurs. Alors justement, Fanny, les couleurs, la grande nouveauté de ce Galaxy S5, je ne sais pas où ils ont été chercher ça. Il y a un modèle Gold. Ah, bah écoute, Gold is best, hein. On l'a vu chez Apple et je pense qu'ils ont bien vu que ça s'était vendu plus qu'on ne l'aurait pensé. Et comme c'est vrai que les Asiatiques en plus aiment bien tout ce qui est doré, hop, on a gentiment copié. Après, c'est pas exactement le même Gold, je trouve qu'il tire un petit peu vers le cuivre quand même, non? Il s'appelle, je crois, la couleur officielle, je crois, c'est Gold Bronze. Ouais. Et c'est vrai que quand on a su qu'il y avait un iPhone doré, on s'attendait à un truc un peu, tu vois, un peu bling bling, presque Gold is best, quoi. Voilà. Princesse saoudienne, on avait été pas déçus, mais c'est vrai que c'est un doré assez léger. Là, c'est un doré jaune champagne, doré, ça va plaire à Dubaï. Qui tire, ça, nickel. Plus orangé, plus gold. On va poser la question au spécialiste du gold, l'ami de Rafi, monsieur VP d'Apple, le spécialiste du design d'Apple Gold, alias Monsieur X. Alors, tu en penses quoi de ces initiatives de Samsung au niveau du design, justement, à la fois la couleur et l'absence de matière, entre guillemets, un petit peu noble du côté de chez Samsung? Bah écoute, ça montre une fois de plus la grande histoire d'amour entre Apple et Samsung qui nivellent un peu l'innovation, et quand il y a des bonnes idées d'un côté ou de l'autre, ils se copient. Et moi je dis, ils ont bien sûr raison, hein. La meilleure source d'innovation, c'est de copier. C'est justement ce que disent les Asiatiques qui sont fans de cette couleur. La petite nouveauté, c'est que là, à mon avis, Samsung le sort pas uniquement avec ce marché asiatique en tête, comme l'avait pensé Apple, mais pour tout le monde, parce qu'on n'a pas les chiffres de vente en détail. Mais moi, je suis persuadé, et pas uniquement à cause de mes goûts douteux. Rappelons que Monsieur X a quelques difficultés à qualifier les couleurs. Mais continue, Monsieur X. Les iPhone Gold ont marché en Asie, en Europe, aux États-Unis, partout. Il y a un petit côté démonstratif et bling-bling, mais léger, qui est assez sympa. Alors, ça survivra peut-être pas très très longtemps, cette mode. Mais elle est suffisamment forte pour que Samsung en profite. C'est la couleur différenciante, mais une fois que tout le monde aura un gold, ils vont vouloir une autre couleur et ce sera le téléphone transparent ou le téléphone miroir ou voilà. Mais c'est vrai que côté c'est design, un peu comme les Swatch, hein. On passe de la Jelly Swatch à la Swatch dorée et la Swatch couleur. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, et le jeu de mots est un peu facile, le S5, chez Samsung, c'est un peu le 5S chez Apple, c'est-à-dire on touche pas au design de base, on fait quelques améliorations, on le distingue, on essaie de le distinguer de la version précédente légèrement sur le design et les couleurs, et puis surtout on se concentre sur ce qui est à l'intérieur. Alors l'autre source d'inspiration de Samsung sur ce Galaxy S5, c'est l'arrivée d'un capteur biométrique. Ça aussi, on ne sait pas où ils ont été chercher ça. Alors, est-ce que c'est comparable véritablement au Touch ID de l'iPhone, Cédric? Ah, tu parles de ce capteur-là, parce que des capteurs, il y en a plein. On va les lister. Il est sur le bouton Home, sinon on ne pose pas juste son doigt, mais on scanne son doigt, parce que le bouton Home est très fin et effilé, ça ne tiendrait pas. Donc... En clair, il y avait déjà des capteurs d'empreinte digitale qu'on avait vus sur des laptops chez Sony, chez Lenovo, il y a longtemps déjà, pour sécuriser son accès au réseau. Moi, j'en avais même vu sur des clés USB il y a 10 ans, tu passais ton doigt sur un petit capteur effilé, et là aussi, c'est pareil. Alors quand même, ça sert à plus de choses que sur l'iPhone. Ça fait plus de choses que la Touch ID, parce que sur l'iPhone, c'est assez limité. Touch ID sur l'iPhone, c'est je déloque mon iPhone, c'est super. Et acheter sur l'App Store. À voir sur la longueur, parce que je connais plein de gens chez qui ça marche plus, je sais pas pourquoi. Certification juste d'Olivier, on peut acheter sur l'App Store avec. Hein, oui, bien sûr, absolument. J'ai pas dit que ça ne faisait pas. Oui, ça fait que ça. Monsieur qui a quitté Apple il y a quelques années déjà, mais quand même. Tu peux le sortir de chez Apple, tu sortiras jamais totalement Apple de Monsieur X. Mais surtout, et depuis le début, depuis le premier jour du Touch ID, on disait mais attends, avec ça il faut valider des paiements. Et quand ça marche plus, Cédric, a priori il faut vider le cache, réeffacer son empreinte digitale et remettre à zéro, parce qu'a priori ça enregistre à chaque fois que tu fais, ça sature la mémoire. Je dirais ça, Madame Ingrand. Et elle a choisi son camp, Madame Ingrand. Apple en a rêvé, Samsung l'a fait. Ils ont dévoilé un accord avec PayPal qui va permettre d'utiliser. Mais ça veut dire qu'ils vont ouvrir cette technologie-là aux développeurs d'applications, et
et ça va donner des trucs vraiment intéressants parce que moi j'ai envie d'utiliser mon empreinte digitale pour accéder à mon compte bancaire, pourquoi pas pour accéder à des applications d'entreprise, ce genre de choses. Surtout que ça pourra pourquoi pas être couplé avec Knox. Knox, c'est cette machine virtuelle qui se trouve à l'intérieur de ton Galaxy et qui te permet d'avoir un deuxième téléphone virtuel à l'intérieur dont les données sont entièrement cryptées, sécurisées et auxquelles tu pourrais avoir accès, par exemple, avec ton empreinte digitale. Monsieur X, l'ouverture de ces capteurs biométriques aux développeurs, c'est le grand manque aujourd'hui au niveau d'iOS. Écoute, oui, en termes d'adoption et d'utilisation par les applications. Maintenant, je pense pas que c'est un manque de capacité d'Apple à le faire ou de Samsung. C'est un manque d'envie, parce que tu touches au cœur de la sécurité, au moins en termes d'usage pour les clients, au cœur de la sécurité de leurs produits. Et laisser les applications, entre guillemets, bidouiller avec ça, je pense que dans leur tête, chez Apple, ils sont pas prêts. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Je leur donne raison. Ça doit vraiment bien faire ce que ça fait aujourd'hui. Contrôler l'accès. L'achat, moi, je l'ai pas validé, l'achat avec le Touch ID sur iTunes. J'ai encore un petit peu mal. Et quand ils auront un bon retour d'expérience, l'étape suivante après, oui, je sais, oui, c'est de l'étendre à ce que cette technologie est capable de faire et qu'elle a déjà fait par le passé plus ou moins bien, qui est ce qu'on appelle le single sign-on, c'est-à-dire utiliser cette empreinte à travers le Touch ID comme mot de passe universel pour ces applications. La bonne utilisation serait de l'utiliser, par exemple, pour moi, pour déloquer mon application Crédit Agricole. Voilà, tu sais où est ma banque. Mais c'est donner, comme je le disais, un accès au cœur de la sécurité d'iOS. Et je pense qu'Apple n'est pas prêt, peut-être en termes de techno et surtout en termes de volonté. Ouais. Surtout, on peut se poser la question si Apple ne veut pas, je dirais, roder le système tranquillement autour de ses propres services pour le proposer, pourquoi pas, demain à des réseaux de banques, voire de créer sa banque avec tout le cash qu'ils ont. C'est vrai qu'ils pourraient se rêver, les chéris. Il faut arrêter de parler d'Apple et du paiement. Apple, tu peux faire du paiement quand tu as une part de marché suffisante. Ouais. Donc Apple va pouvoir faire du paiement aux États-Unis. Apple ne pourra jamais faire du paiement en Espagne où ils ont quasiment peau de plus rien comme part de marché. C'est-à-dire que si tu dois demander aux détaillants, aux magasins de s'équiper de quoi que ce soit, tu as intérêt à leur dire, vous savez, moi je contrôle 50% du marché du smartphone. Donc là, je pense qu'on n'en est plus là. Je pense par contre que ça va évidemment pouvoir se faire au travers d'acteurs tiers, d'applications. C'est pour ça que PayPal c'est important, parce qu'eux, ils sont déjà dans les magasins, partenaires avec les banques et surtout présents sur toutes les plateformes. Cédric nous le disait tout à l'heure, Fanny, il est bourré de capteurs, ce Galaxy S5. Un autre capteur qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le capteur cardiaque, de fréquence cardiaque. Il est au dos en fait, faut poser son doigt dessus et ça calcule sur le doigt les pulsations avec la lumière. Je crois bien, d'après ce que j'en ai vu. C'est exactement ce qu'on te met quand on te met une petite pince au bout du doigt à l'hôpital pour regarder. Voilà. Et il y avait pas mal d'applications, y compris sur iPhone, qui disaient déjà le flash des iPhones. Voilà, pour le faire. Et bon, ils ont repris cette petite application-là. Je suis pas sûre que ça fonctionne à 100% bien. Moi, j'ai jamais été fan de ce genre d'appli. Je préfère vraiment la fonction qu'il y aura sur le bracelet, comme on va pouvoir le voir après sur la montre. Oui, parce qu'il y a des annonces. Ça me paraît beaucoup plus précise. Des annonces au niveau de la santé qui ont été faites, mais n'allons pas trop vite. Monsieur X, la montée en puissance, on l'a vu aussi avec le coprocesseur M7 sur l'iPhone 5S, de proposer des fonctions qui étaient propres jusque-là à des objets connectés, comme ce système de montre ou de coach sportif. Est-ce que ça ne va pas tuer ce marché-là et que les gens utiliseraient plutôt leur téléphone que ces bracelets connectés façon Nike et autres? Je ne sais pas, pour être très simple. Voilà. Maintenant, la question va vraiment... Non, mais elle va vraiment se poser. Moi, sur ces applications qui sont des applications de monitoring de l'activité sportive ou de l'activité physique, j'utilise effectivement des périphériques, dédiés. Donc j'ai toujours utilisé la solution Nike qui avait été mise au point d'ailleurs avec Apple, mais dédiée. Voilà. J'utilise depuis peu la solution Nike, mais intégrée sous forme d'appli avec l'iPhone. Je suis pas super satisfait parce que l'iPhone, quand on court, c'est gros. Je sais pas où le mettre dans ma poche. Je peux être embêté. Donc je crois qu'il y a... Ouais, c'est vrai. Donc je crois qu'il y a toujours un marché
pour les périphériques dédiés. Maintenant, on n'a pas vu Apple sortir avec ses solutions autour du coprocesseur M5. On sait qu'ils sont en train de bosser dessus. Ils ont embauché au moins, on le sait de manière publique, 4 spécialistes du domaine, des gens de chez Philips et de boîtes de spécialisées dans le biomédical, mais on les a pas vus arriver. Pour l'instant, les devices dédiés, les bracelets dédiés, les capteurs dédiés, me semblent avoir encore un bel avenir parce qu'elles se fondent dans l'usage. Tu les oublies. Et ça, c'est une des clés de l'usage, c'est de les oublier. Et surtout, accessoirement, comme celui-ci, on n'a pas besoin de le recharger tous les soirs. Ça, c'est bien. Absolument. Deuxième différence. Et on oublie le reste. Ouais. Deuxième différence, et dans lequel aujourd'hui les fabricants de périphériques dédiés ont de l'avance, c'est là où est la valeur, qui est l'applicatif. Donc moi je prends l'exemple des produits WeSings que j'utilise pas mal, j'utilise leur balance intelligente qui mesure mon poids, mon IMC, le CO2 dans ma salle de bain et tutti quanti. Ce qui fait la différence et l'usage récurrent chez moi, c'est que leur appli est vraiment très bien. Elle se synchronise en Wi-Fi, je la regarde dans le RER une demi-heure après m'être pesé, il y a des conseils, c'est un vrai coach. C'est pas mal. Et la bataille, elle va se jouer là. Et si Apple, effectivement, et Samsung arrivent à sortir un niveau applicatif qui est supérieur à ces entreprises dédiées comme WeSings et qui fasse oublier l'inconvénient que tout est dans l'iPhone et c'est gros et c'est pas dédié comme usage, ils pourront gagner la bataille. C'est juste encore un petit peu prématuré. Maintenant, moi, je serais dans une société comme WeSings ou Terraillon ou autre, pour ne citer que les françaises. Effectivement, je me poserai la question tout de suite de sortir une application pour iPhone et pour Android pour passer mon business model sur ces plateformes parce qu'on voit que Samsung a faim et Apple a très faim. Donc, la question va se poser brutalement pour eux. Ça se compte pas en termes d'années, ça se compte en termes de mois. L'autre nouveauté, plutôt l'énorme surprise, on s'y attendait pas, et moi j'avoue que c'est ce qui me manque le plus dans l'iPhone, c'est que ce téléphone, le Galaxy S5, Cédric, il est étanche. Il est à la norme IP67. Alors quand tu entends ça, tu dis ah oui, c'est bien, ça veut dire quoi? Heureusement, Wikipédia est là. IP67, ça veut dire entièrement résistant à la poussière et étanche jusqu'à 1 mètre d'immersion. Alors attention, ça en fait pas un portable que tu vas emporter dans la piscine pour prendre des clichés sous l'eau. Non, ça veut dire résistant évidemment aux éclaboussures, résistant à une chute dans le lavabo. Voilà, c'est flûte, il est tombé dans la soupe, tu peux le ressortir et il ne mourra pas. Mais pour cela, il y a un petit clapet quand même en dessous sous la prise USB qui est sous l'appareil, mais ça veut dire qu'ils ont bien protégé tout le reste. Et c'est amusant parce qu'au-delà de toutes les nouveautés qui étaient annoncées autour du téléphone, à la conférence de Samsung, à l'applaudimètre, le succès, c'était ça. Tout le monde était genre ouais, parce qu'évidemment tout le monde un jour a lâché un téléphone dans l'eau, a perdu un téléphone comme ça, et ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est incompréhensible que tous les téléphones, au moins haut de gamme, ne le soient pas aujourd'hui. C'est Sony qui a dégainé les premiers. Ils sont plutôt inspirés du côté l'année dernière japonais, avec le Z1. C'est pas tellement des japonais, c'est de l'état de l'art des technologies qui là pour le coup sont pas japonaises parce que il y a plusieurs boîtes qu'on voit à CES depuis des années qui proposent aux industriels, pas aux consommateurs, de rendre leur smartphone entièrement résistant à l'eau et là même de fonctionner sous l'eau. Bref, là je vois pas comment Apple ferait l'économie de ce genre de choses pour son prochain téléphone, sachant en plus le nombre de retours qu'ils ont. Ils ont même des petits témoins à l'intérieur des téléphones pour dire s'ils ont été mouillés. Au lieu de dépenser de l'argent pour mettre des témoins pour savoir s'il a été mouillé, tu peux l'investir pour arriver à faire en sorte que ta machine soit. Les gens nous demandent pourquoi on parle beaucoup de la concurrence d'Apple. Il faut d'abord parler de la concurrence d'Apple pour savoir où en est l'état de l'art du marché, accessoirement pour essayer de dessiner ensemble le portrait robot du prochain iPhone. C'est ce qu'on essaye de faire ensemble ce soir. Tu viens de dire 2 trucs qui font que tu vas être blacklisté chez Apple. Il faut regarder la concurrence pour savoir où on est. Pour savoir ce que doit faire Apple. Tu l'as dit, c'est un écosystème et rien ne se perd, tout se recycle. L'autre avancée que j'ai trouvé intéressante, brièvement, parce qu'on est déjà en retard, c'est la batterie avec un mode pour sauver l'énergie d'urgence assez remarquable. C'est le mode ultra low power, ultra low power saving mode, un truc comme ça. Bref, c'est le moment où tu le connais, le moment où tout à coup ta batterie passe dans le rouge et tu dis ah oui mais non mais là faut que je rentre et j'attends encore 3 messages de ma chérie, où est-ce que je la rejoins, enfin que se passe-t-il? Et tu pourras activer ce mode. Mode secours. C'est c'est vraiment la roue de secours. C'est-à-dire que tu finiras ton voyage pas très rapidement, mais tu le finiras quand même. L'idée, c'est de dire qu'une fois que tu actives ce mode, on va sortir toutes les fonctions qui bouffent de l'énergie, l'essentiel des fonctions réseau. On va passer ton écran en noir et blanc, mais le chiffre qui donne, c'est
à peu de choses près, imaginez que si tu n'as plus que 10% de batterie, tu pourrais tenir 12 heures. Ah, c'est énorme. C'est pas mal. Et en continuant à recevoir tes SMS, à passer peut-être un ou deux coups de fil. Bref, c'est le mode roue de secours dégradé, mais c'est quand même vachement utile. Et avant de parler des Galaxy Gear, donc les montres, dernière fonction du Galaxy S5 pour être complet ce soir, tu m'en as parlé avant de préparer cette émission, c'est une fonction étonnante de connexion réseau pour passer de la 4G au Wi-Fi en fonction de la qualité du réseau. C'est pour combiner. Imagine si chez toi tu avais 2 box. C'est des choses qui arrivent, ça arrive chez moi en ce moment d'ailleurs. Moi j'aimerais bien avoir un mode réseau sur un seul hotspot qui utilise la bande passante de mes 2 box. C'est à peu près ce qu'ils ont fait avec une espèce de mode boosté qui va te permettre d'utiliser en même temps la 4G et le Wi-Fi. Pour tes téléchargements, par exemple quand tu es à la maison. Tout ça pour arriver à utiliser de la bande passante disponible sur les deux. C'est un truc qu'on ne voyait pas ailleurs, parce que d'ordinaire, quand tu actives le Wi-Fi, on n'accède plus au réseau mobile. Là aussi, il faudra le spécifier, parce que le but n'est pas d'entamer ton forfait data quand tu es à la maison. Concrètement, si par exemple, je suis à la maison, je suis en train de télécharger quelque chose, et que je sors et que je passe en 4G, le flux va continuer à se faire. Ça le faisait déjà. Pas forcément. Tu faisais une vidéoconférence, tu faisais un FaceTime ou un Skype ou un Hangout. C'est pas tant le handover, c'est pas tant passer de l'un à l'autre, c'est vraiment combiner les deux. C'est dire tu as les deux, on va utiliser les deux pour tes téléchargements et tout à coup ça va bastonner parce que tu vas pouvoir télécharger ton film d'un giga en 6 minutes. L'autre, on aura l'occasion de revenir sur le Galaxy S5 en détail puisqu'il va arriver d'ici le mois d'avril, donc on reviendra le 11 avril. Le 11 avril, on reviendra plus en détail sur cette nouveauté, on le comparera plus en détail également avec l'iPhone 5S. L'autre grosse annonce j'ai une petite question justement quand même. Oui, Fanny. Alors, il voudrait savoir justement, c'est avec des smartphones aussi aboutis depuis le Galaxy S3, quels services et fonctions peuvent d'après vous motiver un renouvellement ? Entre la génération précédente et les nouvelles, Cédric, tu vas l'adopter, toi, concrètement. C'est exactement la première question que j'ai posée à la chef de produit chez Samsung. Évidemment, c'est toutes les nouvelles fonctions. On n'a pas parlé des fonctions photo. Il y a 2 choses qui sont pas mal. Il y a une fonction sympathique pour faire, comme avec un réflexe, je fais un portrait, tout derrière toi est flou, tout ça. Comme s'il y avait une vraie focale. Mais là, c'est en logiciel, c'est pas fonction de la lentille. Et en revanche, ils ont réintégré en matériel une fonction qui est d'ordinaire logicielle dans les téléphones. C'est le HDR qu'on connaît depuis l'iPhone 4, si mes souvenirs sont bons. Le HDR, c'est une fonction logicielle. Tu prends 2 clichés, tu fais un average entre les deux. Ça prend un peu de temps. Il faut surtout pas bouger entre les 2 clichés. Là, ils ont rajouté une puce propriétaire à l'intérieur du téléphone pour faire du HDR en live. En temps réel. En temps réel. C'est-à-dire que tu vois le résultat de ton HDR au moment où tu prends le cliché. Et ça marche aussi pour la vidéo. Et ça marche aussi pour la vidéo. Et ça, faire de la vidéo en HDR, c'est-à-dire par exemple ici, arriver à compenser le fait que tu sois très éclairé et que le fond soit très sombre, ça, c'est pas mal du tout. J'ai fait l'essai, c'est assez convaincant dans les 2 cas. On reviendra. Ils ont aussi intégré un truc qui est la détection de phase, qui est quelque chose qu'on trouvait par exemple dans le réflexe qu'on utilise pour tourner plein écran, qui est le Canon 70D, qui permet de faire de la mise au point extrêmement rapide. Ils affichent 0,3 secondes pour faire une mise au point et de fait, là encore, la comparaison entre d'autres smartphones et le S5 est plutôt au bénéfice du nouveau. Et la résolution passe de 13 à 16 millions de pixels. De 13 à 16 millions de pixels, c'est pas très important la résolution. Donc on reviendra en détail sur ce Galaxy S5 lorsqu'il sera disponible le 11 avril. L'autre grande annonce, on vous l'a dit, c'est l'arrivée de nouvelles Galaxy Gear, les fameuses montres connectées de Samsung. Il y a 2 modèles, plus une nouvelle plus surprise qui est le Galaxy Fit. Donc un bracelet. Le e-Fit. Plus rien ne s'appelle Galaxy, ça s'appelle Gear. Pour une raison simple, ce n'est plus sous Android. Elles sont toutes sous Tizen, le système qui n'a pas encore trouvé de client côté smartphone. Donc Galaxy c'est Android, Gear c'est Tizen, mais peu importe, tout ça fonctionne ensemble. Donc 3 montres, on va revenir dans un instant sur Tizen, effectivement l'abandon d'Android, essayer de comprendre pourquoi. 3 modèles cette fois-ci, non plus le modèle unique, n'avait pas forcément convaincu lorsqu'il est arrivé il n'y a même pas 6 mois, c'est tout récent Fanny, lors de l'IFA avec le Galaxy Gear. 3 modèles, un modèle équipé d'une nouvelle caméra, d'un appareil photo, non plus sur le bracelet mais sur le boîtier, un modèle plus économique sans appareil photo, et la troisième donc il y a un bracelet un peu plus sportif mais qui fait aussi également montre avec un clavier courbe. Tu en as pensé quoi concrètement? Tout ça est attendu également pour le 11 avril prochain. Est-ce que tu trouves toujours des défauts à cette montre comme on en trouvait sur la version précédente? On parlera de la Fit un peu plus tard si tu le veux bien. La Galaxy Gear, la nouvelle, en effet la caméra est plus sur le bracelet mais carrément sur le boîtier, parce qu'en fait on va pouvoir changer de bracelet, mettre un bracelet cuir à la place du bracelet plastique, etc. Donc il fallait enlever la connectique et puis le rendu plus fine parce que c'était quand même pas
très très jolie. Donc elle est allégée, elle est vraiment plus confortable et pour ceux qui aimaient bien le format Gear, voilà, elle est plus allégée, vraiment plus confortable parce que l'autre elle était vraiment trop lourde. Moi au bout d'une heure, je l'avais enlevée tellement elle me faisait mal au poignet. Le modèle low cost, c'est en effet parce qu'il y en a qui ont dit de toute façon la caméra elle prend des photos que par en dessous, on voit les narines, c'est super joli, ça sert à rien ces gadgets, j'ai pas envie d'avoir ça, et donc ils se sont dit qu'il y avait un marché que pour la montre sans l'appareil photo qui était gadget et qu'il fallait y aller aussi. Et puis la dernière qui est la Fit, qui est complètement nouvelle parce qu'elle a un écran déjà qui est ce fameux il est rectangulaire et incurvé, et surtout il est aussi tactile c'est très très joli. Alors ça a quelques petits défauts de jeunesse déjà. Dès la première prise en main, on voit que le bracelet, la fermeture est pas aussi efficace que sur la première Gear. Hein. Et puis il y en a beaucoup qui ont reproché. En effet, c'est la lecture. A priori, pour l'instant, quand on met son poignet comme ça là, ça pivote pas. Donc du coup, pour regarder l'heure, faut la regarder un peu comme ça ou comme ça, et c'est pas forcément confortable en effet. Alors, la taille et le poids de la première génération, c'est un défaut pointé du doigt par les utilisateurs. Ouais. Le Fit corrige pas mal le tir. Ah non, alors c'est autre chose. Mais d'ailleurs, ça pose vraiment plein de questions. C'est pas une montre pour toi, c'est vraiment un bracelet sportif vraiment dans la lignée parce du Nike, par exemple. C'est pas un bracelet sportif, c'est un bijou presque. Plus. Moi, je trouve ça très féminin et très. On est plus proche du bijou que du truc sportif. Tu vois ce qu'elle dit, la fille ? Tu peux pas te baigner avec déjà. Moi, je dirais pas prendre ma douche avec ma Gear Fit. Par contre, je trouve que c'est vraiment un accessoire. Et d'ailleurs, j'ai dit tout de suite, faites-moi le même l'année prochaine avec les 2 écrans incurvés de chaque côté. On le clipse. Et là, c'est le bracelet bijou. Je peux prendre en photo avec mon smartphone ma robe et je le fais assorti avec un fond d'écran assorti. Concrètement, c'est quoi de ce bracelet bijou de chez Samsung ? Voilà, il faut arriver à faire la part des choses parce que c'est vraiment des produits différents. D'un côté, tu as la montre avec le form factor d'une montre. De l'autre, tu es plus dans le... Oui, mais surtout en termes de fonctionnalité parce que ça fait pas la même chose. D'accord. La Gear, les 2 Gear avec et sans caméra sont des machines autonomes. C'est-à-dire que tu peux tout faire avec. En gros, tu vas faire un jogging, écouter de la musique, etc. sans prendre ton smartphone. Tous les capteurs sont à l'intérieur. La musique, le truc, la caméra, ça joue de ce que tu veux. Bref. Les capteurs cardiaques, des choses comme ça. Mais ils les ont, toutes les ont, même la Gear Fit. La Gear Fit, elle reste quand même, à mon avis, un périphérique de ton smartphone. Ça fait des choses, ça fait même plein de choses pour ce que c'est. On a une énorme inconnue qui est le prix. Parce que la question est de savoir, si tu me dis que les Gear normales vont être à 200-300 euros, ça veut dire que la Gear Fit, elle va être à combien ? Elle va être à 100 euros. Si elle est à 100 euros, j'ai une très mauvaise nouvelle pour Jawbone, WeThings, Fitbit, c'est que leur carrière est terminée. Parce que l'écran est sublimissime, vraiment. Cet AMOLED recourbé, il est absolument magnifique. Tous ceux qui l'ont vu ont fait « Waouh, trop joli !» Et de fait, c'est beaucoup plus fin. Elle est extrêmement légère, elle pèse 27 grammes. C'est tellement beau que tu fais, c'est waouh, tu dis c'est une super belle montre. Alors Monsieur X, concrètement de votre côté, est-ce que vous a fait l'effet waouh qu'a eu Fanny ou Monsieur X ou Cédric, pardon? Non, moi c'est pas parce que Samsung lance une première montre et puis une deuxième que je vais faire une infidélité à Apple qui n'a pas de produit, mais la question, moi, plutôt en tant qu'utilisateur que je me pose et qui m'avait un petit peu déçu sur la V1, et j'avoue que j'ai pas la réponse sur la V2, donc j'ai besoin de vous, c'est que sur la V1, il fallait que j'ai un autre produit pour que la montre marche, qui était la tablette qui allait avec. Oui. Il fallait que tu aies un des smartphones Galaxy. Est-ce qu'on a toujours cette dépendance avec la V2 ? Oui, c'est pareil. Là, ça s'est ouvert. Est-ce que c'est toujours le cas sur le V2 ? Alors là, ça s'est ouvert, mais ça reste limité aux produits de chez Samsung, pas à tous les tablettes Android. Ça va fonctionner avec une vingtaine de produits de la gamme. Voilà. Avec une vingtaine de smartphones et tablettes. Ce que j'aimerais, c'est que ça marche avec l'iPhone. Faire d'infidélité à Apple et sans faire vraiment les yeux doux à Samsung, je puisse l'acheter indépendamment de mon smartphone, voire la programmer, la gérer, la contrôler depuis un PC. Et moi, c'est cette dépendance-là qui m'embête. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'attendais qu'ils nous fassent un service sur le web. Je reprends l'exemple de Nike, que je connais bien. Vous pouvez aujourd'hui contrôler votre détecteur Nike qu'il y a dans votre chaussure depuis votre iPhone, votre site, avoir l'appli sur Android. Ils sont agnostiques.
et je vois pas pourquoi Samsung nous impose cette dépendance. Alors on pourrait dire pire vis-à-vis d'Apple, qui construit des écosystèmes comme ça en mettant des barrières, mais ça n'a jamais été trop le truc de Samsung, et ça a toujours été une différenciation en général significative. Donc pourquoi avoir cette dépendance? Est-ce qu'elle est imposée dans le même état d'esprit qu'Apple, ou c'est qu'ils y sont pas encore? Voilà. Est-ce qu'il faut pas que j'attende la version 3? Parce que du coup, si je peux la paramétrer depuis mon Mac, vu qu'elle est effectivement très très belle, moi je vais sérieusement me poser la question. Et en plus, si le prix est canon, comme disait Cédric, je vais plonger direct. Le prix, moi je suis pas sûre qu'il sera si canon que ça, parce que vu l'écran et tout, et ce qu'elle fait, quand même, je pense que ça va être au même prix que la Gear sans caméra. Le problème, c'est un peu comme l'iPod Touch par rapport à l'iPhone et aux tablettes de petite taille, etc. La gamme dans laquelle ils peuvent positionner le prix, voilà, combien vont coûter les Gear? 300, 349 peut-être un petit peu moins, 299. Dans ces conditions-là, la Gear Fit, on a pris plein de paris, on verra le 11 avril. Je pense qu'ils l'annonceront d'ici là. Alors, c'est pas tellement des paris, mais je vais essayer de les encourager. On l'a tous dit à tous les gens de Samsung là-bas. Moi, j'ai essayé de le souffler à Jack Aishin, le co-CEO de Samsung, le nouvel ami de Fanny Bouton, parce qu'elle fait des selfies avec lui. Moi, je lui ai dit, c'est simple. À 149 €, vous allez en vendre des wagons. À 99 €, vous détruisez tout le marché des autres. Vous ne gagnez pas d'argent. Oui, mais la question, c'est une question stratégique, parce qu'évidemment, vu qu'on est là attaché au monde Samsung, ça fait aussi vendre du smartphone. Et je pense que s'ils avaient voulu que ce soit compatible iOS, ils auraient pu faire une appli, et ça aurait été une annonce d'enfer. Gear Fit sera compatible iOS. Waouh. Ils ont choisi de ne pas le faire, il y a des raisons éminemment stratégiques à cela. Et est-ce que de toute façon, parce que c'est quand même du software, est-ce qu'un jour, tu vois, ta Gear avec justement une mise à jour, elle ne peut pas devenir compatible iOS? Si, bien sûr. Vraiment, si Samsung le décide et fait l'application de l'autre côté pour le gérer, c'est possible. L'autre talon d'Achille. Elle prendra un petit peu de temps à être validée sur l'App Store. L'autre talon d'Achille et des montres connectées, des objets en général connectés, c'est l'autonomie. On serait autour des 3 jours. Ça progresse, mais c'est pas encore la panacée. C'est là aussi où l'ensemble des constructeurs doivent trouver une solution, et peut-être qu'Apple pourrait trouver la voie. Il faut espérer, parce qu'on sait qu'ils travaillent sur un projet eux aussi. La question, en fait, c'est de savoir, et on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des purs bracelets de fitness, genre j'embarque un capteur de mouvement de machin à mon poignet, c'est super. Et de l'autre, il y a des choses qui tentent maintenant d'être des montres. Je pense que là où la Gear originale tentait d'aller un peu loin en disant je suis un ordinateur à ton poignet, je fais tout, le café et la vidéo, là, je pense qu'ils ont trouvé le sweet spot de ce que ça doit être. C'est-à-dire que pas le deuxième bracelet où j'ai une montre d'un côté et quelque chose de l'autre, mais quelque chose qui fait un peu les deux dans un format qui n'est pas que masculin. Léger. Donc on a trouvé le form factor, il ne reste plus qu'à trouver la fonction qui tue, parce que qui met tout le monde d'accord, qui fait que ce genre d'objet que j'ai au poignet, mais que au bout d'un certain moment on oublie qu'on n'utilise plus parce qu'on en a marre de le charger. Voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui, et c'est là, sur ce terrain-là, peut-être qu'on attendra Apple. Un petit mot sur le système, tu en parlais Cédric en préambule, Tizen. Pourquoi abandonner Android sur ce type de montre? Est-ce qu'il y a un refroidissement entre Samsung et Google concrètement? Non, si le Galaxy S5 était sorti sous Tizen, on dirait qu'il y a un gros refroidissement. C'est compliqué de faire ça aujourd'hui. Mais pourquoi? Ils font ce qu'ils veulent. Et puis ils en sont plus à lancer Bada. Non, je pense qu'il y avait des contraintes techniques. Oui, et puis des contraintes, autonomie. Pas forcément économique, mais technique, parce que l'autonomie, évidemment, à partir du moment où ils déclinent dans des tailles de plus en plus petites, ils n'ont plus besoin de la richesse fonctionnelle que leur apporte Android. Et puis ça leur permet de faire leur propre App Store. Enfin, voilà, je pense que non, il y avait toutes les. Et puis la question, c'est que faire aussi avec Tizen. Ils ont des gens qu'ils ont embauchés pour faire du Tizen chez eux, donc ils font pas des smartphones. Il faut bien les mettre sur autre chose. Et puis on prépare l'avenir, on ne sait jamais quelle sera la nature des relations entre Samsung et Google dans quelques années. On sait que Google veut casser le prix du hardware, et que le métier de Samsung, c'est construire des appareils, donc c'est pas toujours compatible. L'autre grosse annonce de ce Mobile World Congress, c'était du côté d'un constructeur européen, à savoir Nokia. Avec surprise, la rumeur l'a annoncé, l'arrivée d'un téléphone sous Android, la gamme X. Alors là, les bras m'en tombent. Le fer de lance de Windows Phone lance des téléphones sous Android, alors qu'il vient d'être acheté par Microsoft. Exactement. Forcément, tu tombes de ta chaise. Quand les rumeurs sont parues au début, on disait « non. Eh bien, en fait, si. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quelle est la motivation d'une filiale de Microsoft de sortir un téléphone qui tourne sur son principal concurrent? Alors, c'est amusant parce que moi, souviens-toi, quand le Lumia 1020, par exemple, et son sublime appareil photo est sorti, moi, j'ai trouvé que c'était un magnifique appareil, réussi, vraiment différent de tout ce que le reste du marché pouvait proposer. Je trouvais que le système était bien, était adapté à plein de gens, peut-être un petit peu moins à moi en termes de services et j'ai envie de dire, de richesse, pas tant de richesse fonctionnelle, mais de richesse de paramétrage, etc., que je pouvais trouver sous iOS et Android. Et je disais, imagine s'il le sortait sous Android, ce serait merveilleux.
merveilleux. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris Android pour arriver à segmenter, pour arriver à faire ce Nokia X qui va coûter, si mes souvenirs sont bons, 113 euros 119 euros. 119 euros. Donc c'est format 4 pouces pour le X, le X Voilà. Plus, ce sera le même et un peu plus rapide. Et puis vous aurez même un 5 pouces, le XL à 149 euros. Mais alors C'est pas cher attention, du tout. parce qu'il faut Sans abonnement opérateur. Hein, il faut s'entendre quand on parle d'Android, c'est pas le stock Android de Google, c'est l'Android open source, c'est Et l'Open puis c'est un Alliance. Android, quand on l'allume, qui reprend le look and feel, hein, l'interface de Windows. Ça, c'est étonnant. C'est un Windows sous Android. Ils ont repris l'Android open source sur lequel ils ont mis l'interface assez flat design. C'est pas entièrement l'interface de Windows Phone, hein, mais c'est vraiment les tuiles. Mais tu peux quand même installer des applications Android, mais pas toutes. Enfin bref. On n'a pas accès au Google. Tu n'as pas le Play Store. On va sur le store de Nokia. Absolument. Ouais. Mais leur idée, c'est deux choses, d'arriver à faire un téléphone moins cher sans entamer les gammes Lumia. Pour que ce soit quand même compréhensible pour le consommateur. Eux, ils le voient comme un téléphone qu'ils vont proposer sur des marchés où on est encore largement sur des feature phones. Donc ça nous concerne finalement d'assez loin. Ça touche des marchés émergents sur lesquels Nokia était très présent avec ses feature phones. C'est comme ça qu'ils étaient numéro 1 mondial. Achat, c'est ça la gamme auparavant. La gamme Achat ou Achat. Non, Ocha est un remarquable restaurant de taille à San Francisco, peu importe. Donc voilà, et tout ça en reprenant des codes de design qui sont ceux de Nokia. Moi, je l'ai fait, je l'ai pris, je l'ai laissé tomber pour rire devant Xavier Desor, que vous connaissez tous. Voilà, on reprend les trucs qu'on aime bien chez Nokia, c'est-à-dire que le téléphone solide. Toi, tu le vois plutôt pour les marchés émergents, Claire. Oui, et puis comme une belle offre d'entrée de gamme, et en plus un téléphone dont le design et l'interface sont vraiment simples. C'est un truc que je mettrais sans hésiter dans les mains de ma mère, alors que pour l'instant, je lui ai mis un BlackBerry Z10 et c'est pas gagné. Ouais, il y a un signe pour montrer que c'est plutôt pour les marchés émergents. Il y a 2 lecteurs de carte SIM, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt une constante dans ces marchés-là. Une question, Fanny, concrètement. Ils veulent mettre en avant les services de Microsoft. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas Hangout qu'on utilise ce soir pour faire cette émission, mais plutôt Skype. On ne va pas retrouver les services Gmail, etc., mais les services de Microsoft. Ils sont pas fous quand même. Non, mais c'est exactement ça. On retrouve tous les partenaires, on retrouve tous les partenariats de Microsoft et on se retrouve dans une interface. Moi, honnêtement, j'ai été très très déçue parce que c'est vrai que ça a toujours été mon rêve depuis la sortie des premiers Lumia de me dire j'en veux un avec une interface Android pure. Bon, je sais définitivement que ça n'arrivera pas, mais c'est bien dommage. J'aimerais bien que quelqu'un me le hack pour l'avoir. Ce sera un sacré hack quand même. Voilà, Ouais, voilà, non, mais ça peut pas arriver. Monsieur X. Oui, moi j'ai un truc que je comprends pas. Je suis Cédric dans son raisonnement qui est ok, on va sortir un téléphone Microsoft Nokia avec une version open source d'Android pour être pas cher, mais comme Nokia est chez Microsoft, qu'est-ce qui peut être moins cher que de récupérer le système d'exploitation Microsoft à 0 € puisqu'ils sont dans la même entreprise? C'est une filiale. Pourquoi se faire chier à redévelopper sur Android? C'est des questions de filiale et de comptabilité. Ils en sont encore là. Je pense pas. Et ils se mettent encore des barrières internes pour essayer d'avoir du succès. Je pense que ça leur permet de faire des téléphones. Ça leur permet de faire des téléphones pas chers, sans dire qu'on trouve des Lumia à des tarifs d'entrée de gamme. Ça leur permet de segmenter la gamme. En gros, c'est Renault et Dacia. Ouais, voilà. Mais ça reste quand même les mêmes composants, la même famille, le même design à peu près. Et du coup, le prestige de Renault fait qu'on achète tous des Dacia, mais ça reste des Dacia. Oui, mais là, en l'occurrence, tu vas avoir un environnement Android avec des applications Android, et le jour où tu passes au Lumia et à l'environnement Windows Phone, il va falloir changer tes applications et les prendre. Non, puisque tu aurais déjà Here Maps, OneDrive, Skype, etc. Mais si tu veux des applications un peu plus exotiques, propres à des environnements qui soient peut-être Android que tu vas pas retrouver dans Windows Phone, ça va poser problème. Et puis quel message, Monsieur X, au-delà, on envoie au marché en disant écoutez, Windows Phone marche plutôt bien puisque Microsoft a atteint près de 10% de part de marché, je crois, en France. Microsoft, plus que ça. Windows Phone. Plus que ça, c'était 13% en août dernier. Ça voilà. 15%. Donc les choses progressent. Ouais, pas loin de 13%. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'ils sont en retard aux États-Unis. On lance un téléphone sous Android. Je vois pas ce qui empêche aujourd'hui, à part peut-être le coût matériel, c'est-à-dire que Windows Phone peut-être utiliserait des ressources supérieures à celles d'Android pour faire tourner un téléphone, mais j'en doute. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Nokia de sortir un téléphone d'entrée de gamme et pas cher? Je comprends pas. Mais je veux bien répéter la même chose pour la 3e fois. Ils n'ont pas envie de faire du Windows Phone pas cher parce que c'est une question de gamme. Pour eux, ça doit être des beaux téléphones. Je suis comme toi, d'où ma question à Cédric et sa réponse ne me satisfait pas. Mais non, je ne suis pas d'accord. Bon, non mais voilà. Moi, je pense que c'est un très mauvais signal qu'ils donnent aux gens. Ça, c'est pas logique. C'est comme, imagine-toi demain, Apple sort un téléphone d'entrée de gamme sous Android, tout le monde crie, ils sont fous. Avec des théories du XXe siècle. Ouais.
Voilà, mais imagine, ils vont avoir enfin des téléphones qui seront des smartphones et qui vont pouvoir remplacer la gamme H. Je pense que la comparaison avec Dacia soit la bonne, si je puis me permettre, parce que entre une Dacia et une Clio, il y a le même moteur, l'essentiel, l'équivalent du système d'exploitation. Et la génération d'avant. C'est ce qu'il y a autour, hein, la coque, c'est-à-dire la carrosserie qui change. Donc perso, moi j'aurais 2 lignes de produits, 2 OS, des transferts entre une plateforme d'écosystème et de l'autre. Moi je pense que c'est une fausse bonne idée. Comme diraient certains. Voilà. Ouais, et je suis pas sûr que ça soit la bonne solution pour sortir de l'ornière. Et puis en plus, bon, on verra au chiffre de vente, hein, c'est les clients qui auront raison, mais le signal en termes de marketing n'est pas très positif. T'as les moyens, t'as Windows Phone, t'as pas les moyens, t'as Android. Je sais pas tellement si on peut défendre ça, quoi. Quand bien même ils en vendraient des millions, ce que l'on leur souhaite, ça va aller dans la poche de Google, tout ça, hein, plutôt que dans la poche de Microsoft. Ça, pour moi, c'est un non-sens total. Ah non, c'est l'open source, ça rapporte rien. Je sais bien, mais c'est une base, la base installée, c'est une base installée Android, c'est pas une base. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que Google annonce qu'il se retire de sa contribution à Android open source dans les 15 jours. Et là, on rigolerait vraiment. Oui. Fanny, des questions par rapport à Nokia pour conclure sur ce sujet? On nous demande si on peut télécharger du coup Google Maps ou YouTube officiellement. Cédric, est-ce que tu saurais ça? Je pense que oui, mais ils ne sont pas livrés par défaut dans le système, qui sont les obligations, qui font partie des obligations si tu fais de l'Android stock. Mais ça reste des applications, à vérifier. Mais disons que par défaut, tu auras Here Maps et Skype et pas Google Maps et Hangouts. Et s'il n'y en a pas accès au store officiel de Google, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Tu vas avoir accès aux mêmes applications, mais au travers d'un store maintenu par Nokia. Ça va être amusant. Mais c'est exactement comme, je sais pas, comme sur mon autoradio Android Parrot. Il est sous Android, mais un Android qui n'est pas le stock Android, parce qu'évidemment, il y a des questions de format qui sont différentes, mais j'ai quand même Waze, Spotify, etc., etc. Alors, en préparant cette émission... Et même Facebook, ce qui n'est pas une bonne idée en voiture. Oui. Alors, en préparant cette émission, tu m'as dit qu'il faut qu'on parle absolument ce soir d'un nouveau téléphone qui vient d'arriver, il s'appelle le Black Phone. C'est le téléphone anti-piratage, anti-NSA. C'est le téléphone anti-NSA. Alors, c'est amusant parce que c'est un projet qui n'est pas nouveau, mais qui arrive, alors là, pile dans l'actualité. C'est fait par 2 sociétés. Il y a Geeksphone, qui est une société espagnole qui font des téléphones pour geeks. Imagine un téléphone Android où tu vas dans le truc, tu regardes la version du système et tu as le choix entre faire mise à jour du système ou changer le système d'exploitation pour mettre Firefox OS, par exemple. Un vrai truc de geek. Évidemment, entièrement déloqué, etc. Donc la boîte s'appelle Geeksphone et elle s'est alliée à des gens qui avaient fait une suite d'applications sur Android qui s'appelle Silent Circle, qui font du chat sécurisé, de la voix sécurisée, de la visio sécurisée, etc. Et aussi un garçon bien connu qui s'appelle Phil Zimmermann, qui il y a 22 ans maintenant, avait créé PGP, qui était ce système de chiffrement de mails à clé publique, qui a essaimé partout et qui est devenu un standard, même si on aimerait bien que ce soit intégré en résumé, partout. c'est une version blindée d'Android, hein. Ils appellent ça Private OS. Hein, exactement, ils ont mis une surcouche à Android qui s'appelle Private OS, qui permet de faire plein de trucs vachement intéressants. Par exemple, tu peux retourner dans une application et changer les permissions que tu lui as mis à l'installation. Quand tu installes Facebook la première fois, ça te dit j'ai le droit du GPS, du machin, du son, t'écouter, te truc, prendre tes photos. Évidemment, toutes les choses dont Facebook a besoin pour travailler, mais un jour, tu peux peut-être dire attends, finalement, non, Facebook, le GPS, tu vas arrêter tout de suite. Donc, ça veut dire que tout est crypté, on surfe en VPN par défaut, si on le veut. Il y aura évidemment des services les communications téléphoniques sont cryptées, les SMS sont cryptés, tout est crypté, mais le Wi-Fi peut être éventuellement désactivé, enfin, qu'on appelle ça, la triangulation Wi-Fi peut être... donc voilà, c'est vraiment... C'est un chouette téléphone pour les gens qui estiment que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et puis surtout, tu as un contrôle sur la sécurité de ton téléphone comme tu l'avais pas auparavant. Pourquoi avoir installé Android alors? Pardon? Pourquoi installer Android alors? Parce que c'est un système ouvert qui te permet de faire ce genre de choses. Donc il n'y a rien de matériel, hein, tout est logiciel, donc ça veut dire qu'après tout, on pourrait dupliquer les réglages en utilisant le software sur un Android classique, voire sur un iPhone. Oui, sauf qu'ils ont quand même redéveloppé toute une couche logicielle de sécurité au-dessus de l'Android de stock normal. Donc son prix sera de l'ordre de $629. L'autre épouvantail de ce salon dont on a beaucoup parlé à Barcelone, et pas forcément dans cette émission alors qu'il est arrivé il y a quelques mois déjà, c'est un téléphone russe qui s'appelle le Yotaphone, qui a pour particularité, Fanny, puisque tu prends la parole, d'avoir non pas un mais 2 écrans, un écran classique sur la face avant et un écran à encre électronique sur la face arrière. C'est assez étonnant, Fanny.
Oui, exactement. Et du coup, ça permet d'avoir son écran qui est en encre numérique, là, en e-paper, toujours allumé. Donc, dès que tu reçois un texto, dès que tu as des notifications, ça apparaît tout en noir et blanc. Mais du coup, c'est comme ça consomme très peu. C'est super pratique. Et surtout, quand tu arrives en fin de batterie, eh ben, tu peux justement, un petit peu comme la fonction qu'on a vue sur le S5, c'est que tu peux continuer à utiliser ton smartphone pendant des heures sur cet écran-là et pas te retrouver complètement déconnecté parce que le téléphone s'éteint à cause des fonctions qui comptent tout. Tu l'as eu en main, Cédric. Il y a eu une nouvelle génération qui a été présentée à Barcelone, qui arrivera dans quelques semaines, dans quelques mois. Tu en as pensé quoi? Et quelle est l'avancée de cette seconde génération concrètement? D'être mieux que la première, parce que le premier, il était quand même un peu plus épais, l'affichage n'était pas aussi joli. Bref, ils ont, je crois, recueilli beaucoup d'investissements dans l'année passée pour arriver à améliorer ce qui, l'année dernière, était encore une sorte de concept abouti, mais ce n'était pas encore un vrai produit du commerce. Non, je trouve ça intéressant parce que l'e-paper est quelque chose qu'on sous-utilise, qui coûte rien, enfin qui coûte pas grand-chose, et qui permet quand même, alors là, t'imagines, un mode super low power de ton téléphone qui n'utilise plus que l'e-paper, ce serait génial. On ne change l'affichage que quand tu reçois un SMS, là, tu pourrais tomber vraiment dans une consommation extrêmement basse. Monsieur X, cette idée de combiner deux écrans, dont un écran basse consommation, cela montre qu'on peut encore innover du côté des smartphones et qu'il ne suffit pas forcément de copier, comme on le disait en préambule de cette émission. Oui, absolument. Moi, je l'avais vu passer le Yotaphone, je l'avais même retweeté, c'est vous dire, et je trouve que c'est assez malin. Parce que c'est une bonne manière aussi sans doute d'économiser de l'énergie, qui reste vraiment un de nos problèmes avec tous ces smartphones. Je prends un exemple. Moi, je pose mon smartphone sur ma table de nuit, qui est un iPhone bien sûr. Si j'oublie de le brancher, j'ai les chargeurs partout dans mon appartement. Et ben le lendemain matin, sans avoir rien fait, même si j'ai coupé le Wi-Fi, la batterie va avoir perdu 5, 10, 15, 20%, que sais-je encore. Et c'est chiant, et j'ai toujours un petit peu cette angoisse de me dire « Merde, j'ai oublié de le recharger, etc. » Là, on a un écran qui est très basse consommation et ça devrait pouvoir permettre d'économiser sa batterie tout en ayant toujours un écran allumé et en n'étant pas obligé systématiquement de repasser en veille. Pour les notifications, dans les périodes de creux, pour faire des tâches de base, les SMS, l'équivalent de BBM sous BlackBerry ou d'iMessage sur iPhone. Donc moi je trouve ça vraiment astucieux et s'ils arrivent vraiment à l'orienter sur l'économie de la batterie, je pense que ça peut être une vraie bonne idée. Il n'en reste pas moins que je trouve un défaut à ce concept. Il y a des écrans des deux côtés, c'est 2 fois plus de raisons de casser un écran. Voilà, je trouve, et j'ai un peu de doute quant à la rigidité de l'ensemble. Bah écoute, en prise en main, c'est quand même pas mal parce que le dos en e-paper justement fait pas aussi fragile que l'écran standard de devant. Le but de Yota, c'est quand même à terme d'arriver à ce que toute la coque soit en e-paper à l'arrière et que du coup ça soit même grisé pour plus qu'on voit le bord de l'écran, que ça soit vraiment comme si le texte apparaissait dans la coque. Et puis la différence aussi entre l'année dernière et cette année, c'est qu'avant l'écran était pas tactile. Tu avais il y avait un petit côté bord qui était sensitif et tu naviguais dedans par ce bord. Là, cette année, ils ont quand même rendu l'écran tactile, comme sur l'autre face. Et ça, c'est quand même une belle avancée. Je pense qu'ils ont vraiment réussi en un an à faire évoluer le truc. Et on se dit que s'ils avancent encore comme ça l'année prochaine, ils ont vraiment un concept intelligent. Voilà. Et moi, ça m'a fait penser à un autre produit pour finir sur ce sujet-là. Ça m'a fait penser à la Toyota Prius. Voilà. Je ne crois pas aux voitures électriques. Ouais, produit hybride. Je ne crois pas aux voitures électriques pour des tas de raisons. Je suis assez sensible au fait d'un jour me dire j'aurai plus de voiture avec un moteur thermique et je trouve que génération après génération, voilà, Toyota avec l'hybride est une vraie bonne solution et ça, et ça me fait penser un peu à ça et ça peut être un vrai nouveau bénéfice supérieur pour les smartphones qui est plus de problème de batterie parce que sur 50% des usages vous n'avez pas besoin d'un écran OLED machin bidule et vous avez l'écran e-paper ou l'écran noir et blanc qui fait le taf et vous avez pu recharger. Voilà, donc j'y vois une vraie belle idée. Et d'ailleurs, c'est Arcos qui a un proto. Moi, j'ai vu un proto pareil de montre de smartwatch en e-paper. Et ils ont encore un problème. Ils essayent de régler pour la transformer justement tactile. Elle est trop grosse, leur proto en tactile. Mais ils espèrent que d'ici juin, ils auront résolu leur problème, qu'ils auront le modèle abouti pour le vendre. Voilà, on a essayé d'être le plus complet possible sur les nouveautés du Mobile World Congress ce soir. On a beaucoup insisté sur Samsung. On a l'occasion de tester plus en détail ces nouveautés, les comparer à l'état de l'art du monde iOS
XS et iPhone. Et puis surtout, on a quelques pistes, Cédric, sur ce qu'on attend et ce qu'on espère voir arriver sur les prochains iPhones, notamment un iPhone étanche, j'en veux un, pour le mois de septembre de l'année prochaine. Allez, l'heure est venue de passer à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on passe tout de suite par Fanny. Qu'est-ce que tu nous as réservé ce soir, Fanny? Alors écoute, moi c'est un coup de cœur que j'ai vu sur ce qu'on appelle le Showstopper. C'est un événement qui a le dimanche avant, le MWC. Et j'ai découvert le Spare One. A priori, c'était déjà l'année dernière, mais ils l'ont amélioré. C'est un téléphone d'urgence. Alors ça va valoir dans les 80 €, mais c'est un téléphone qui marche avec une pile LR6. Donc imagine, dans les pays émergents, t'as pas besoin de le recharger, il n'y a pas plein de prises, il n'y a pas besoin d'électricité. Une simple pile permet d'appeler les urgences. Tu as une touche qui te permet d'appeler directement. Alors c'est le 911 ou le 12 chez nous, mais le 17. Mais voilà. Et après, tu peux quand même rajouter ta carte SIM. Ça te fait. Tu peux rajouter ta carte SIM et l'utiliser comme un téléphone normal. Ça fait lampe de poche. Il y a un capteur GPS qui permet de te localiser justement si tu es au milieu d'un typhon ou autre. Voilà, donc c'est vraiment le téléphone d'urgence. Ça s'appelle le Spare One. Et je trouve ça super intelligent. C'est voilà. Merci Fanny. Monsieur X, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors moi j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Un coup de cœur assez classique, c'est la fonction calendrier d'Apple dans iPhoto. Tout simplement. Moi je l'utilise tous les ans avec une fille dans iPhoto. Oui. Ouais. Il y a une fonction intégrée calendrier. À partir de vos photos ou d'un album, vous composez votre calendrier. Moi je fais ça avec mes filles tous les ans, basé sur les photos qu'on a prises l'année d'avant et qu'on a mis en commun. C'est très fun à faire, très simple, très robuste. La commande se passe extrêmement bien, on est livré 48 heures après. Le produit est de grande qualité. Alors il n'y a pas beaucoup de souplesse par rapport à des services équivalents, mais c'est bien intégré, ça marche, c'est pas cher et ça fait toujours un super effet. Voilà, donc tout le monde n'a pas utilisé cette fonctionnalité. Si vous avez envie d'avoir un beau calendrier à pas cher, moi je trouve vraiment qu'Apple là a un truc super et je suis étonné qu'ils aient pas développé plus ces services. Et puis je finis par un petit coup de gueule qui devient plus gros de semaine en semaine, c'est la taille du stockage que Apple nous donne avec iCloud. Donc je vous rappelle qu'on en est toujours à 5 Go par device, alors que OVH, une solution française, messieurs, mesdames, vient d'annoncer, qui dit mieux, 10 Tera de stockage en ligne, 10 €. Donc le Tera, 1 €. Voilà, on en est toujours à 5 Go chez Apple, 200 fois moins. Vraiment, il faut que ça change là. Ouais. Précisons, oui, évidemment, le pouvoir de la French Tech est sur nous, que chez OVH, il y a 25, le service s'appelle Ubic, HUBIC, et c'est 25 gigas gratuits, et 100 gigas, c'est 1 € par mois. Voilà, Made in France, s'il vous plaît. iCloud, puisses-tu nous entendre? Oui, puisque tu as pris la parole, présente-nous ton coup de cœur. Ah ben c'est formidable. J'en ai deux, ils viennent de Barcelone et ils sont chinois. Moi j'ai été très impressionné par plusieurs choses que j'ai vues chez Huawei, nos amis chinois, qui, souviens-toi, il y a encore 2-3 ans, on se disait ouais bon, ils font vaguement des copies de ce qu'on voit ailleurs en moins bien. Oui, bah ce temps-là est révolu, cher ami. D'abord, il y a une tablette, enfin qui est en fait une phablette qui s'appelle la Mediapad X1. On est vraiment aux limites de ce que tu peux considérer comme un smartphone. On est à 7 pouces, donc c'est quand même une bonne grosse tablette. Sinon que, je devrais pas dire bonne grosse, parce qu'elle est vraiment d'une finesse incroyable et d'un poids. Le poids, c'est 239 grammes pour une tablette de 7 pouces. C'est simple, c'est la plus fine et la plus légère de sa catégorie. J'ai tout essayé, hein. J'ai pris une Nexus à côté, l'iPad Retina, l'iPad mini Retina, etc. Elle est d'une légèreté incroyable, sublime écran, bord très fin sur les côtés. Enfin, c'est une sublime tablette, Android évidemment, extrêmement rapide, 4G à l'intérieur, pour un prix qui lui aussi vous fera rire. La batterie fait 5000 mAh, ce qui est quand même pas mal, et elle coûtera 400 €. Et attention, hein, c'est pas une tablette qui aura une version Wi-Fi probablement un peu moins chère, mais non, elle est vraiment. 4G celle-là en plus. Et celle-là, elle est 4G, 399 €. Attends, mais vraiment magnifique, super rapide. J'ai essayé de trouver la faille et je l'ai pas trouvée. Ça va arriver en Europe, ça, ou ça est réservé pour l'instant au marché? Ah non, c'est fait pour chez nous et ça sort en avril, ça sort au mois de mai. Autre coup de cœur, je vois que tu nous as amené. Oui, mais c'était juste pour l'analogie. Ça aussi, c'est chez Huawei. Tu connais les petits dominos, tu sais, les petits modems 4G qui te redonnent du Wi-Fi. Chose que tu as chez tous les opérateurs et sur lequel d'ailleurs Huawei est roi du monde. C'est eux qui font ça. Ils étaient déjà quasiment rois de la clé 3G avant ça. Bon, très bien, ça c'est chouette. Tu le mets dans ton sac, tu as toujours du Wi-Fi. Moi, je le mets dans la voiture. Enfin, la vie est belle. Ils ont décidé de le combiner à deux autres choses que tu utilises beaucoup. Regardez, par exemple, moi j'ai ça. Alors ça vient de chez
ZTE, mais enfin peu importe. C'est un petit juice pack, tu vois, une petite batterie externe de 4 ou 5 000 mAh avec laquelle je vais pouvoir recharger mon smartphone, ça c'est très bien. Et ça, qui vient de chez Asus, qui est un petit routeur Wi-Fi que tu connectes à de l'Ethernet. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Huawei? Ils ont mis les trois dans le même, un domino qui est aussi une batterie externe et aussi un routeur Ethernet Wi-Fi. Tout ça dans le format d'un domino. Alors là, je veux dire, tu n'as plus aucune raison de ne pas avoir ça constamment dans ton sac. Le prix devrait être aux alentours de quoi, 100, 150 €. Et ça va sortir là aussi d'ici le printemps. J'ai le nom quelque part si ça vous intéresse. Écoutez, on le mettra dans les notes de l'émission. Ça va s'appeler certainement Domino quand ça arrivera chez Orange et Bibox quand ça arrivera chez Bouygues Télécom. Fort probablement. Voilà, donc, mais il y aura 5200 mAh de batterie, c'est comme ça que vous allez le retrouver. C'est vrai que là, en plus, l'autonomie, c'était un peu le défaut de ces petits modems Wi-Fi. Et le fait qu'en plus, qu'il y ait une batterie qui permet de recharger l'iPhone, c'est vraiment un produit qui semble abouti et enfin mature. De mon côté, un coup de cœur, j'en ai jamais fait comme ça dans cette émission, c'est une caméra de surveillance Wi-Fi, vous voyez la petite antenne est derrière. Il y a même des petites diodes, si vous regardez bien, infrarouges qui permettent de filmer. Là, je pourrais filmer le caméraman qui est dans le noir complet et le voir comme en plein jour, j'y suis arrivé. Et je le vois comment? Mais je le vois avec mon iPad et mon iPhone, une application à télécharger très facile à configurer via un petit QR code qui est en dessous. Alors, il faut un peu bidouiller, mais c'est assez simple. Et vous pouvez multiplier autant que vous voulez le nombre de caméras à la maison, puisque c'est des Wi-Fi, donc il n'y a pas de saignée à faire dans les murs. C'est très facile. Il suffit juste que le signal porte suffisamment loin de pièce en pièce pour pouvoir mailler votre réseau de caméras de surveillance et surveiller tout ce que font les enfants à la maison. Il y a évidemment un système de détection automatique, vous envoie une alerte sur votre iPhone. C'est assez bien fait. C'est Novodio qui fait ça. Ça s'appelle le Smart Cam HD et ça vaut seulement 109 €. Et en plus, vous pouvez l'acheter en pack avec 3, 4 caméras en fonction de la taille de votre habitation. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 159e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès dimanche sur plein écran sur LCI, 13h10. Qu'est-ce qu'il y a au menu dimanche, Cédric? De quoi pourrait-on parler dans plein écran cette semaine? Si au moins il y avait un événement mondial de la mobilité pas trop loin de chez nous. Bah oui, du MWC évidemment. Bien, donc soyez au rendez-vous dimanche 13h10 sur LCI. Fanny, vous la retrouvez dès le mois d'avril ou au mois de mars pour la prochaine Fanny's Party? Le 25 mars, à la fin du mois. Donc on sera au rendez-vous. Et Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine, ou presque, dans On refait le Mac et sur son Twitter, @TrueMrX. Non, Olivier. La semaine prochaine, je suis dans ma BMW, les fenêtres ouvertes. J'ai un album des Clash qui s'appelle Sandinista à fond et qui chante Police on my back, à tue-tête, sans respecte les limitations de vitesse, monsieur X, c'est important, sinon tu vas prendre encore les transports en commun pour un bon moment. Voilà, la semaine prochaine, une émission spéciale dédiée à l'Apple TV sur la piste de l'Apple TV. Tout un programme, soyez au rendez-vous. À la semaine prochaine, bonsoir.